Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes, afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage l'échange que j'ai eu avec Sabrina Debusca, journaliste indépendante spécialisée sur les sujets de la santé. Aujourd'hui, nous avons parlé ensemble de la contraception et plus particulièrement de la pilule, puisqu'elle est l'auteure du livre « J'arrête la pilule », qui retrace son enquête d'1 an sur le sujet et qui nous invite à mettre de la conscience sur nos choix en matière de contraception. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sabrina. Oui, bonjour Joy. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon podcast. Avec plaisir. Pour commencer, est-ce que déjà tu peux me dire pourquoi tu as eu envie d'écrire sur ce sujet-là? Donc moi, il se trouve qu'en fait, c'est les questionnements des femmes, moi inclus, qui ont lancé cette enquête d'1 an qui a donné donc J'arrête la pilule. En fait, j'ai un blog santé que j'ai créé en 2012 qui s'appelle sasaurait.fr et sur lequel je parle beaucoup de santé, notamment de santé au naturel. Et je suis une journaliste qui aime bien tester les choses dont elle parle. Et donc, il se trouve que moi, j'avais arrêté la pilule en 2013 ou 2014. Et donc, je fais un article au bout de quelques mois d'arrêt de pilule et je fais un article, en fait, bilan pour expliquer mon expérience personnelle d'arrêt de la pilule avec les effets négatifs et les effets positifs. Et il se trouve que c'est encore aujourd'hui un des articles les plus lus de mon site, donc que j'ai décliné du coup en divers articles. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est le dialogue qui s'est engagé avec mes lectrices dans les commentaires de cet article. Il y a aujourd'hui, sur les 4 articles que j'ai rédigés sur mon blog sur le sujet, il y a des milliers de commentaires, enfin ça n'arrête pas. Et on se posait toutes des questions et on se retrouvait toutes dans nos mêmes expériences, c'est-à-dire que ce qu'on expérimentait de la pilule dans nos corps, il y avait des zones de non-dit et des zones un peu de tabou sur le sujet. Quand on en parlait à nos médecins, on n'avait pas de réponse claire. Et du coup, moi, en tant que journaliste, ça m'a donné envie d'aller enquêter parce que je trouvais pas ça normal en tant que femme. Quand on pose des questions à des médecins, on nous répond sur un ton un peu paternaliste. Non, mais vous inquiétez pas, les risques de cancer, c'est minime. La pollution des poissons, ça c'est n'importe quoi. Et puis la libido, mais ça c'est parce que c'est dans votre tête, c'est parce que ça fait longtemps que vous êtes en couple. Moi, quand je vois des centaines, des milliers de femmes qui témoignent de la même expérience, qui ne sont pas écoutées, et que je vis moi-même dans mon corps, j'ai vécu ces choses-là, je me dis en tant que journaliste, j'ai tout le début d'une enquête intéressante. Voilà, et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer. Et ensuite, j'ai eu la chance de trouver les éditeurs qui ont bien voulu financer l'année d'enquête parce que c'était pas gagné non plus. Et moi, ce que je trouve intéressant dans le tout début de ton livre, c'est que tu nous partages un échange que tu as eu avec ta grand-mère, donc qui est d'une autre génération et qui a un autre regard sur la pilule, où tu lui expliques que tu vas faire une enquête là-dessus et sa réaction première, c'est comment tu peux remettre en question le droit des femmes qui se sont battues pour avoir ce droit-là à la pilule. Et oui, absolument. Ma grand-mère, elle a 86 ans aujourd'hui, elle fait partie de ces femmes qui se sont battues, qui sont descendues dans la rue dans les années 60 et 70 pour le droit à la pilule, à l'avortement. Et comme je l'explique dans le livre, la discussion s'est finalement bien terminée avec elle. Et en fait, on a voulu mettre cette discussion au début du livre pour montrer la position du livre et de ma génération. C'est-à-dire que j'ai fait une enquête qui dit des choses extrêmement négatives sur la pilule et qui, à mon avis, sont nécessaires de dire parce que c'est juste la réalité et qu'il n'y a pas de raison que parce que la pilule a été un super progrès, on ne voit pas les effets négatifs, parce que là, ça devient du coup quelque chose de néfaste pour les femmes, parce que c'est du coup désinformer les femmes, et ça, c'est pas normal. Et c'était pour illustrer la position dans laquelle ça me plaçait, en fait, cette enquête. Parce que moi, je suis féministe. Tous les gens qui me connaissent, et en tant que journaliste et en tant que femme dans ma vie privée, savent que j'ai un engagement féministe depuis toujours. Et tout ce que j'ai écrit a toujours été du côté des femmes. Je suis journaliste spécialiste de la santé des femmes. Et j'ai toujours écrit des choses
par exemple, en 2014, j'étais la première journaliste en France à avoir parlé de ce qu'on appelle aujourd'hui les violences gynécologiques. À l'époque, on n'avait même pas de nom pour en parler. Donc, tu vois, j'ai toujours aimé parler des femmes, être avec les femmes, etc. Et quand je me suis lancée dans cette enquête, la réaction de ma grand-mère m'a fait me dire, mince, mais attends, tu vas publier publiquement un livre qui va dire plein de choses négatives, peut-être sur la pilule. Dans quel positionnement tu te mets? Une fois que j'avais fini l'enquête et que je savais qu'en effet, pour le coup, il y avait beaucoup de choses négatives à dire et il fallait les dire, je me suis dit, ça serait bien d'indiquer quand même clairement aux gens qui tu es et pourquoi tu as fait cette enquête. Et je trouvais que cette discussion où j'explique à ma grand-mère, en fait, la discussion à la fin, c'est, oui, mais attends, vous à l'époque, vous êtes battus pour une contraception et en gros, nous aujourd'hui, on va se battre pour une contraception, oui, mais sans effet en plus indésirable. C'est pour montrer que c'est un progrès et que je ne m'inscris pas, par exemple, actuellement dans les mouvements de type retour en arrière, comme la Manif pour tous ou les soutiens à Trump. Voilà, je voulais que ça soit clair. C'est-à-dire que je voulais pas qu'on jette l'opprobre sur mon année d'enquête en sous-entendant que en fait c'est une enquête à charge faite par des gens qui ne sont pas féministes et qui veulent mettre à bas la pilule. Non, moi je suis pour les femmes et justement je suis tellement pour les femmes que je suis pour qu'elles aient une contraception aussi efficace que la pilule, mais sans tous les effets secondaires qu'elles subissent actuellement. Moi en fait je voulais mettre en lumière cette parole féminine et tous ces effets indésirables que vivent les femmes à cause de leur contraception et dire que oui, c'est génial d'avoir conquis ce droit à la contraception, mais par contre c'est pas possible en fait que les femmes souffrent autant de leur contraception et que en plus de ça on n'entende pas cette souffrance, parce que je considère en tant qu'être humain que quand on a quelque chose qui va pas, le premier pas, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc moi, je me suis dit, à travers cette enquête, je veux de manière irréfutable, c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire un an d'enquête, parce que c'est un sujet important pour moi et que je voulais pas justement qu'on puisse jeter l'opprobre sur mon enquête, je voulais que ce soit de qualité. J'ai pris cette année pour que de manière irréfutable, on arrête de dire que c'est dans la tête des femmes si elles ont des problèmes avec leur contraception. Je ne veux plus et je ne peux plus entendre cette phrase-là. Il y a trop de femmes qui souffrent, il y a trop de femmes, il y a des femmes chaque année qui meurent de leur contraception. On peut plus fermer les yeux là-dessus en fait. C'est pas parce que la pilule a été un progrès qu'on peut continuer à fermer les yeux sur ses mauvais côtés. C'est plus possible. Et j'espère que le livre a réussi à faire ça. Et tu l'expliques très bien, moi je trouve dans le livre, effectivement, que le but, c'est vraiment que chaque femme puisse choisir son contraceptif en toute confiance et en pleine conscience. Donc, au-delà de dire du mal, c'est vraiment mettre la lumière sur des choses qu'on nous cache depuis des années pour que chacune prenne un petit peu sa responsabilité et choisisse ce qu'elle a envie en connaissance de cause. C'est enlever le côté paternaliste de la contraception, et le côté paternaliste de la contraception, c'est oui, non, mais la pilule, c'est génial. Oui, bon, ok, ça a des petits effets secondaires, mais n'en parlons pas trop parce que, en fait, c'est comme si on avait peur. Et moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas tenue par la peur. Et je pense que quand on se bat, notamment par exemple pour les droits des femmes, la peur, c'est pas un bon moteur. C'est-à-dire que actuellement, on est dans une période de recul des droits des femmes avec des attaques sur le droit à l'IVG. Le président Trump qui va dans la rue manifester ouvertement contre l'IVG. On a des choses comme ça en ce moment. Et donc, je comprends que les femmes qui se sont battues pour la pilule, qui l'ont vu arriver dans les années 60, elles savent que tous les droits des femmes, c'est des droits fragiles. C'est des droits qui peuvent nous être repris du jour au lendemain, ça on le sait. Mais c'est pas pour autant, et c'est pas parce qu'on est dans cette période-là et que moi je suis jeune, j'ai envie de me battre. Et moi, pour moi, le combat que je mène actuellement, c'est pour des contraceptions aussi efficaces que la pilule et sans les effets indésirables. Et oui, j'y crois, et non, je ne vais pas ne pas mener ce combat sous prétexte qu'actuellement on est en période de recul, donc je devrais me crisper sur les acquis, donc la pilule en matière de contraception, et ne pas demander mieux parce que c'est déjà pas mal vu le contexte actuel. Je refuse ça. Donc moi c'est vraiment, je suis dans un état d'esprit positif et je refuse d'avoir peur, même si je suis prudente. Je refuse que à cause de personnes qui veulent attaquer les droits des femmes, on décide de rester sur nos acquis et de surtout pas avancer. Parce que si c'est pas dans cette mentalité-là, par exemple, qu'on aurait eu la pilule pour le coup. Bien sûr. Et justement, avant de rentrer vraiment dans le détail de tout ce qui est problématique au niveau symptômes de la pilule, je voulais juste reposer une information qui me semblait hyper importante, le fait que la pilule aujourd'hui est un perturbateur endocrinien. Et ça, c'est peu connu des femmes qui prennent la pilule.
Oui, alors en fait, donc moi j'ai bien dit et martelé durant la promo en 2017 quand est sorti le livre, ce qui avait fait grand bruit, notamment avec un article de l'Obs qui avait repris ça dans son titre. En fait, en effet, la toxicologue Annette Lexa avec qui j'ai travaillé et en fait, tous les scientifiques. Moi, je suis journaliste scientifique, donc je passe ma journée à décortiquer des études scientifiques. C'est ce que j'ai fait beaucoup pour cette enquête. Donc, quand on lit des études scientifiques, le EE2, l'éthénylestradiol, c'est-à-dire l'œstrogène synthétique qu'il y a dans la plupart des pilules, pas toutes, est appelé endocrine disruptor, donc un perturbateur endocrinien, quand on le retrouve dans la nature, par exemple dans le corps des poissons ou dans les eaux usées, etc. Et du coup, moi, en tant que femme, je me suis posé la question immédiatement et j'ai appelé cette toxicologue. J'ai dit, mais attends, pourquoi cet oestrogène des pilules est appelé dans toutes les publications scientifiques endocrine disrupteur, perturbateur endocrinien, alors que nous, en tant que femmes, on fait pas du tout le lien. Et moi, si vous voulez, j'ai fait cette enquête en tant que journaliste, mais en tant que femme qui a pris la pilule aussi. Bien sûr. Et du coup, j'étais assiésiée et elle me dit, ben oui, c'est voilà un perturbateur endocrinien. Si tu reprends la définition, c'est une hormone de synthèse extérieure à ton corps qui va perturber ton corps d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, ça peut aussi être du soja. Les oestrogènes qu'il y a dans le soja sont des perturbateurs endocriniens pour notre corps, parce que c'est des hormones extérieures qui viennent perturber notre corps. Donc, le mot perturbateur endocrinien recouvre plein de choses. Mais en l'occurrence, eh ben oui, les hormones de la pilule, c'est pas parce qu'on les prend volontairement que du coup c'est pas un perturbateur endocrinien, ça agit exactement de la même manière et c'est précisément la définition même d'un perturbateur endocrinien que d'avoir des hormones extérieures qui viennent perturber le fonctionnement normal du corps, c'est-à-dire ce que fait la pilule, on prend des hormones extérieures à notre corps pour venir changer des mécanismes, en l'occurrence éviter l'ovulation, éviter la fécondation pour la pilule. Et du coup, même moi, j'étais surprise, mais comme moi, j'ai fait l'enquête un an avant, il se trouve que moi, quand le livre est sorti en septembre 2017, j'avais assez digéré ça pour pouvoir le dire publiquement dans des médias. Bon, je m'attendais pas évidemment à ce que tout le monde comprenne ça tout de suite. Il y a un temps de digestion de l'info, mais c'est une réalité. Et en plus de ça, la pilule a été classée cancérigène de première catégorie pour Oui. le sein, le col de l'utérus, le foie, qui est une catégorie où on classe aussi dedans l'amiante, l'arsenic, le tabac et l'alcool. C'est ça. Alors ça, c'est les classements du CIRC. C'est le Centre international de recherche sur le cancer qui se trouve à Lyon en France et qui est une branche de l'OMS, mais une branche indépendante, qui classifie en fait tous les produits cancérigènes qu'on peut trouver sur Terre. Donc bien évidemment, c'est pour ça que moi je dis pas, j'évite d'insister sur le fait que la pilule œstroprogestative est classée de catégorie 1, c'est-à-dire cancérigène avérée. Ça veut dire qu'il y a eu suffisamment d'études euh, de qualité à l'heure actuelle pour permettre au cirque de dire la pilule œstroprogestative, donc qui a des œstrogènes, c'est pas toutes les pilules, donc est cancérigène pour le sein, le foie, le col de l'utérus et les voies biliaires. Et donc le surrisque pour le cancer du sein est léger, c'est-à-dire qu'on est à 1,2. Bon, c'est scientifique, mais ça veut dire qu'il y a un léger surrisque, alors que, à contrario, par exemple, l'amiante pour le cancer de la plèvre, ça va être beaucoup plus que 1,2 les risques. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que c'est classé catégorie 1 qu'il faut en être impressionné. Toutefois, c'est quand même assez significatif et ça en dit long sur la nature d'un produit et le fait qu'on pourrait peut-être se dire aujourd'hui que bah faudrait peut-être faire mieux et éviter de donner ça à plein de femmes, sachant qu'en plus, pour ce qui est, parce que quand on lit en détail ces études, on comprend que l'OMS nous dit que plus la pilule est prise tôt et plus la pilule est prise longtemps, pour ce qui est du cancer du sein, plus il y a de risques. Donc malheureusement, c'est le schéma dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire qu'on donne la pilule très très tôt, parfois à des femmes même pas pour leur contraception, mais uniquement pour de l'acné de manière très légère. Et moi, j'aimerais que, par exemple, quand on prescrive la pilule à une fille de 12 ans parce qu'elle a 3 boutons sur le nez, alors qu'elle-même, elle aurait même pas eu l'idée de prendre ce médicament-là si le médecin lui avait pas proposé, j'aimerais qu'on lui dise à elle et à ses parents que voilà, elle a du coup un risque un peu plus grand de cancer du sein. Enfin voilà, que ce soit clairement dit, parce que ça actuellement ça n'est pas dit. Ouais. Comme tu l'indiques très justement dans ton livre, en dessous de 30 ans, le risque est supérieur et quand on prend la pilule plus de 10 ans, bah forcément, on augmente aussi et c'est souvent ce qui se passe. On prend ce contraceptif
comme tu le dis, soit pour de l'acné, soit pour un cycle qui ne serait pas régulier. Et c'est vrai qu'on le prend relativement longtemps jusqu'à avoir peut-être une prise de conscience ou différents mots qui nous alertent sur ce médicament. Oui, et puis surtout que est-ce que ça vaut la peine? Je veux dire, pour éviter une grossesse, les femmes sont prêtes à prendre beaucoup de choses sur elles et beaucoup de risques. Soit, même si je trouve que c'est pas parfait, mais soit. Mais par contre, une gamine de 12 ans pour enlever 3 boutons sur le nez, est-ce que ça vaut le coup qu'elle prenne quelque chose qui peut potentiellement lui faire un cancer du sein quand elle aura 40, 50 ans? Non, ça, à mon avis, ça vaudra jamais le coup. Et ça, c'est une dérive, mais c'est comme je l'explique dans le livre qui a suivi J'arrête la pilule, qui est cette fois-ci un manifeste. Donc le livre Marre de souffrir pour ma contraception que j'ai publié en avril 2019. Dans ce livre-là, j'explique que voilà, c'est des choses qui devraient pas être faites en prescription parce qu'on a d'autres moyens de traiter l'acné et que c'est pas voilà, c'est pas correct. Mais ceci dit, plein de médecins l'ignorent. Encore l'autre jour, j'avais une discussion avec une femme du planning qui me soutenait que la pilule, ça n'avait que des effets positifs sur les cancers et elle avait totalement zappé le volet du fait que bah non, sur d'autres cancers, en fait, c'est pas des effets positifs et que malheureusement, comme je l'explique, les femmes, c'est pas des chiffres. C'est-à-dire qu'on sait pas à l'avance quelle femme va souffrir, quelle femme va avoir un cancer du sein à cause de sa pilule et quelle autre va éviter un cancer des ovaires grâce à sa pilule. Donc, excusez-moi, mais celle qui a développé un cancer du sein à cause de sa pilule, qui ne le saura jamais d'ailleurs parce qu'on n'a pas de moyens physiques de le dire, ça lui fait une belle jambe que sa voisine n'ait pas eu un cancer des ovaires. Donc quand on me dit comme ça, quand des gynécologues pleins d'aplomb sur des plateaux télé viennent me couper la parole pour me dire ah non mais attendez la pilule ça protège, bah oui mais non, enfin ça protège certaines et il y en a d'autres que ça va pas protéger. Donc non on peut pas raisonner en ces termes-là. Et pour qu'on comprenne bien un petit peu l'histoire de la pilule, est-ce que tu peux nous réexpliquer dans les grandes lignes pourquoi on a mis en place cette pilule? Si moi je reprends ton livre, le tout départ, c'était quand même quelque chose d'assez dramatique. C'était pour que la reproduction soit axée uniquement sur des personnes ayant un capital génétique avantageux. Je vais essayer de l'expliquer très rapidement. L'histoire de la pilule, en fait, déjà, elle est liée à l'histoire d'une génération qui n'est pas la nôtre, qui est une génération où c'était le miracle de la chimie, le miracle des hormones, le miracle du plastique et le miracle des pesticides. Donc, c'est les années 50, juste avant l'explosion de notre mode de vie qu'on connaît actuellement. Faut comprendre qu'en fait, à l'époque, on avait une vision des hormones et du tout chimique et du tout synthétique, c'était le miracle. Parce que par exemple en France, les pesticides, c'est ce qui nous a permis de faire de l'agriculture intensive et de nourrir la France après la guerre. Donc, dans l'état d'esprit de la génération qui a vu naître la pilule, la chimie et tout ce qu'on pouvait se mettre dans le corps, ils ne connaissaient pas forcément les conséquences que nous on connaît aujourd'hui en fait. Donc déjà, il faut se remettre dans cet état d'esprit-là. Donc très rapidement, la pilule, elle n'est pas née chez nous, elle est née aux États-Unis. C'est Margaret Sanger, une suffragette, c'est-à-dire une nana qui était une féministe qui s'est battue dans les années 10, 20, 30, 1910, 1920, 1930. Elle s'est battue pour le droit de vote des femmes aux États-Unis. Cette femme, elle avait été infirmière dans les ghettos à New York et elle avait vu les ravages que c'est d'avoir des familles très pauvres où il y a 10 enfants, des familles irlandaises, etc. Et donc, ça l'avait sensibilisée à la question et du coup, elle cherchait depuis toujours un moyen de permettre aux femmes d'accéder à une contraception qui soit simple, qui soit efficace, etc. Margaret Sanger, c'est elle qui a fondé le planning familial, y compris celui qu'on connaît en France. Ça s'appelle Planned Parenthood aux États-Unis. Et donc cette femme, en fait, dès les années 20, dès les années 30, elle avait une voix dans les journaux et elle disait dans les journaux qu'il serait temps d'ouvrir le droit à la contraception aux femmes, puisqu'à l'époque, il faut savoir que la contraception était interdite par les États. Parce que comme on faisait la guerre, on avait besoin que les femmes fassent beaucoup de petits bébés qui feraient des gentils petits soldats pour aller se battre ensuite sur le front. Mmh. Donc du coup, le temps passe, elle continue de chercher un moyen et elle crie dans le désert. En fait, personne l'écoute. Depuis les années 1920, Margaret Sanger dit il faut la contraception pour les femmes. Elle faisait du trafic de diaphragme. Enfin, c'est rocambolesque. Mais il se trouve que cette femme-là, sur sa route, très vite, a rencontré l'eugénisme. Et l'eugénisme, en effet, c'est ce que tu disais, c'est l'art d'améliorer la race en contrôlant les naissances. Et finalement, elle a abouti au projet de la pilule, elle a mobilisé des forces pour la pilule, mais plus exactement pour ces raisons du début. C'est-à-dire qu'au début, c'était juste pour le droit des femmes et pour leurs biens.
Et quand elle a rencontré l'eugénisme, et elle était vraiment dans des sphères de milliardaires américains eugénistes, et en fait l'eugénisme à l'époque l'eugénisme c'était aussi l'idéologie des nazis, hein, c'est-à-dire éliminer tous les gens qu'on estime être des mauvaises herbes de la race humaine pour ne garder que la race pure, la plus belle, etc. Ça c'était l'esprit de ces gens-là. Donc, moi j'ai pas de jugement là-dessus, mais Margaret Sanger était, on le sait, eugéniste. Et Margaret Sanger a écrit à de nombreuses reprises dans les journaux dans les années 40, 30, donc peu avant la naissance de la pilule, que pour elle, la pilule, finalement, c'était un moyen, enfin la contraception, ça serait un moyen de servir à la fois les buts de la contraception et à la fois les buts de l'eugénisme. Donc en fait, Margaret Sanger, elle évoluait dans des sphères de milliardaires blancs américains et dans les années 50, juste au moment où est née la pilule, qui est née en 57 aux États-Unis, la première pilule qui est officiellement sortie, eh bien, il faut savoir que moi, j'ai regardé les faits et tous les gens qui ont financé les premiers essais sur la pilule pour la développer, c'était en grande majorité ces milliardaires blancs américains qui finançaient la pilule. Pourquoi ils finançaient cette contraception? Alors, ils la destinaient pas à leurs propres femmes et à leur propre environnement, c'est-à-dire que dans les textes, Margaret Sanger, on retrouve dans ses lettres, dans ses écrits, elle dit les classes supérieures maîtrisent déjà la contraception. En gros, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était les messieurs se retiraient ou alors ils arrêtaient d'avoir une vie sexuelle. C'était un peu la contraception de l'époque. Ce qui faisait que les grandes bourgeoises, les femmes de ces milliardaires blancs, elles avaient juste 1, 2, 3 enfants, c'était maîtrisé, c'était voulu, merci, au revoir. Mais les pauvres, eux, en revanche, ils avaient 5, 10, 15 enfants. Et le problème, c'est que ces pauvres-là, ils étaient quoi? Ils étaient hispaniques, ils étaient noirs, et en fait, dans les années 50 aux États-Unis, est en train de monter la gronde sociale, c'est-à-dire que les minorités afro-américaines, par exemple, commençaient à râler pour avoir des droits, parce qu'ils étaient vraiment traités encore comme des sous-merdes, même si l'esclavage était terminé. Et du coup, pour ces milliardaires blancs qui sont au pouvoir, développer une contraception qu'on va pouvoir donner à ces masses-là, c'est permettre d'éviter qu'il y ait moins de gens qui se rebellent contre eux au final. En fait, c'est un moyen de maîtriser les foules. Donc la naissance de la pilule, c'est pas une belle histoire féministe, c'est un outil historique, à savoir que Margaret Sanger, dans les années 20, quand elle dit «Allez, on se bat tous pour les femmes avec la contraception, on développe quelque chose, faites-nous un truc super», en gros, tout le monde s'en fout. Et quand dans les années 50, elle est dans des sphères des politiques du pouvoir et qu'elle dit «Non mais attendez, la contraception, ça peut nous permettre de maîtriser ceci politiquement ou cela», ah là d'un coup, magiquement, les fonds arrivent et on arrive à développer en quelques années la pilule. Voilà. Donc l'histoire de la pilule, c'est ça. Et d'ailleurs, je parle aussi d'un des moments les plus sombres de notre histoire scientifique moderne, qui sont les essais, les premiers tests sur la pilule à Porto Rico sur des femmes qui n'étaient pas forcément consentantes, qui ne savaient pas ce qu'elles prenaient. Donc on a pris Porto Rico, c'était sous protectorat américain. Donc on a utilisé ces femmes pauvres pour tester sur elles la pilule. Il y en a certaines qui sont décédées, on n'a jamais fait d'autopsie. On a mis ça gentiment sur le marché, on a bien étouffé gentiment toutes ces informations-là, même s'il y a eu des procès. Et en avant Guingamp, la pilule était née et s'est répandue dans le monde entier avec la suite de l'histoire, on la connaît. Mais voilà, la naissance de la pilule, c'est ça. Donc moi, j'aimerais juste rappeler quand même aussi que tout ce qu'on reproche aujourd'hui à la pilule, à savoir ses effets indésirables, ben oui, à l'époque, on s'en fichait parce que la pilule, on l'a destinée à des femmes dont le bien-être importait peu. Voilà. Et du coup, ça en dit long. Moi, je trouve cette histoire de la pilule, c'est pour ça que j'ai tenu à le mettre dans le livre. Ça en dit long sur ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Clarence Gamble, un héritier de la société Procter et Gamble, qui est un des grands financeurs de cette première pilule, qui est quelqu'un qui a testé la première pilule à Porto Rico, qui a donné beaucoup de sous pour ça. C'était quelqu'un qui pratiquait quand même, juste pour info, l'eugénisme jusque dans les années 70, c'est-à-dire qu'il avait créé la Ligue d'amélioration humaine de Virginie ou de Caroline, je sais plus quel État américain. Cette ligue-là a stérilisé contre leur consentement des femmes afro-américaines jusque dans les années 70. Voilà. Juste expliquer un peu dans quel contexte est née cette pilule, et elle est née grâce à des considérations politiques. Et on n'a jamais vraiment pensé au bien-être des femmes quand on développait cette pilule. Et après, l'histoire a fait que la pilule a été utilisée même par les femmes riches, par tout le monde, et que ça a permis notamment, ça on le sait aujourd'hui, de permettre aux femmes d'avoir
une indépendance économique puisqu'elles ont pu gérer les enfants et les naissances comme elles le souhaitaient et du coup plus facilement travailler, aller sur le marché du travail, faire des études et pas avoir des enfants trop tôt. Et ça a permis à la génération qu'on est actuellement de se renforcer et d'être comme on est. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne jette pas du tout, je ne juge pas l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, pourtant c'est fort ce que je raconte, on croirait presque à de la science-fiction parfois quand on Tout ne à connaît fait. pas l'histoire de la pilule. Mais c'est la réalité des choses. Bon, moi, je suis pas là pour juger, c'est passé ce qui s'est passé. En attendant, peut-être que si j'avais pas eu la pilule, peut-être que je n'aurais pas fait un bac +5, un master 2 en journalisme et que j'aurais pas pu faire cette enquête, ironiquement. Mhm. Donc, ce que je dis, moi, aujourd'hui, c'est que voilà, on peut regarder le passé, c'est intéressant. Ce qui est surtout intéressant, c'est de se dire, bon, voilà, ok, allez, on n'avait pas toutes les cartes en main. Il y a peut-être eu des trucs pas très clairs sur la naissance de la pilule qui sont pas super quand on les regarde. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ça, en fait? Et moi, ce que je veux dire, c'est ce qu'on en fait, c'est bah, avançons. Voilà. Et même presque, ce qui est rigolo, c'est que cette histoire de la pilule qui est pourtant très sombre, moi je me trouve beaucoup de points communs avec Margaret Sanger et avec Gregory Pincus, le scientifique qui a développé concrètement la pilule avec ses hormones. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un esprit pionnier. Je veux dire, quand les gens aujourd'hui me disent ouais, mais pourquoi vous critiquez la pilule, machin, là, je leur dis mais attendez, si on avait été en 1920 ensemble, on est dans la rue, 1920. Je vous dis allez, dans 40 ans, il y a une petite pilule qui fait que tu vois, t'auras plus peur à la fin de chaque mois, tu auras ta contraception, elle sera efficace, etc. Vous y aurez pas cru. Vous m'auriez dit, oh bah non, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Oh, encore un doux rêveur, quoi. Eh ben non, je veux qu'on se mette paradoxalement dans ce même état d'esprit qui étaient les gens qui ont créé la pilule, même s'ils l'ont pas toujours fait pour des bonnes raisons, même si tout ce que vous voulez. J'aimerais qu'on essaie de retrouver cet état d'esprit où on se dit que des nouvelles choses sont possibles. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'on peut apprendre et sortir de bon de l'histoire de la pilule qui n'est pas forcément une bonne chose en soi. Et alors justement, dans cette dynamique-là, en 2020, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, du coup, moi, c'est ce que j'explique dans mon dernier livre, là, le manifeste féministe Marre de souffrir pour ma contraception. J'ai voulu cette fois-ci, parce que beaucoup de lectrices m'avaient dit que l'enquête J'arrête la pilule leur avait fait un choc. J'ai beaucoup de sages-femmes aussi qui viennent me voir dans des conférences et qui me disent votre livre, je l'ai dans le cabinet. Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir pour changer de contraception suite à la lecture de votre livre et qui sont un peu désemparées parce que justement, elles savent pas quoi prendre. Et du coup, j'ai fait l'autre livre pour pouvoir donner des pistes de solutions. Pour moi, parmi les choses qu'on peut faire en tant que femme actuellement pour avancer, on va dire, vers une société qui va nous proposer des contraceptions sans effet indésirable, il y a plusieurs choses. La première, pour moi, c'est comme pour MeToo, c'est de libérer la parole. Ce qui est en train de se passer actuellement sur les réseaux sociaux avec le hashtag que j'ai lancé là, hashtag paye ta contraception, paye, P-A-Y-E, c'est un hashtag et des comptes que j'ai lancé exprès pour ne diffuser que des témoignages de femmes qui souffrent de leur contraception. Et c'est pas ce qui manque, je peux vous le dire. D'accord. Et je diffuse ce hashtag et ces témoignages pour libérer la parole des femmes sur le sujet. Parce que comme la contraception, ça a été une super avancée des droits des femmes, une des dernières avancées qu'on ait eues, on a beaucoup de mal à dire ce qui va pas sur le sujet. Alors que si on ne le dit pas, ça n'avancera pas. Comme pour MeToo, si on ne dit pas et qu'on ne libère pas la parole sur certaines choses, ça ne va pas avancer et puis c'est un esprit de sororité, c'est-à-dire que dire oui, j'ai pris la pilule et oui, je trouve que c'est vachement bien d'avoir la contraception. Par contre, les effets indésirables, j'en peux plus et je trouve ça pas normal d'avoir fini à l'hôpital à cause de ma pilule. Une simple phrase comme ça permet à toutes les autres femmes qui l'entendent de se dire ah mince, ah je suis pas seule en fait à vivre ça. Ah oui, ah ben d'accord, en fait on est plein. Et le fait de réaliser qu'on est plein à subir des effets indésirables de nos contraceptions, ça va peut-être faire monter quelque chose qui va nous donner envie d'agir pour se battre, comme nos grands-mères se sont battues pour avoir la pilule qui était déjà commercialisée, mais pour qu'elle arrive en France. Et ben nous, on va peut-être devoir se battre sur notre génération pour que de nouvelles contraceptions soient développées, parce que tout ça, c'est des histoires toujours d'argent. On l'a vu dans l'histoire de la pilule, à partir du moment où pouf, l'argent arrive en masse, le produit, en tout cas ce qu'on veut développer, arrive très vite derrière. Donc si aujourd'hui on veut que des contraceptions sans effet indésirable arrivent très vite, et il y en a déjà certaines, eh ben on peut faire déjà ça. Donc commencer par libérer la parole. Alors moi j'ai lancé une pétition qui s'appelle Marre de souffrir pour ma contraception, donc du nom du livre, qui est sur Change.org, qui a plus de 27 500 signatures pour l'instant, où je demande au gouvernement français
de mettre sur pied une concertation nationale, donc en gros une table ronde. On met autour de cette table des médecins qui prescrivent les contraceptions, les femmes, les hommes, enfin tout le monde, et les chercheurs, et on essaie de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire pour que plus jamais personne ne souffre de sa contraception. Et chacun va apporter des pistes. Et les médecins vont pouvoir être informés que bah non, oui, une baisse de libido sous pilule, ça existe, c'est pas dans la tête des femmes, et du coup mieux informer les patientes. Les femmes vont pouvoir dire non mais attendez, nous on veut ci, on veut ça, c'est-à-dire bah peut-être on veut des contraceptions masculines qui soient développées pour pouvoir partager la charge contraceptive avec monsieur, etc., etc. Donc libérer la parole pour moi c'est le premier truc le plus facile. Deux, pourquoi pas nous accompagner dans ce qu'on fait avec cette pétition. Une autre chose aussi qui est méconnue, c'est déclarer ces effets indésirables de contraceptifs à la NSM. Il y a à peine 1 à 5% des effets indésirables des médicaments, graves ou bénins, qui sont signalés aux autorités de santé. Parce qu'en fait, un médecin, par exemple, quand vous avez un effet grave sous un médicament, il est censé obligatoirement déclarer cet effet secondaire grave pour le faire remonter dans les bases de données nationales, pour que si jamais, vous voyez, quand il y a un cas comme le Mediator ou autre, on puisse centraliser tout ça et vite arrêter le produit ou vous regardez ce qui va pas. Malheureusement, les médecins n'ont pas le temps, ou en tout cas disent ne pas avoir le temps de déclarer ces effets. Ce qui fait qu'en fait, il y a très peu d'effets qui remontent. Vous imaginez 1 à 5% des effets secondaires, tous confondus, qui sont remontés. Donc moi, pour qu'il y ait un effet de masse, sachant qu'il y a plus de 5 millions de femmes en France qui prennent des contraceptifs hormonaux, j'invite chaque femme, et je l'explique dans le livre, et sinon il y a des tutoriels, il y a Mélissa de Cyclo Intima qui a sur internet fait un tutoriel vidéo pour déclarer à la NSM ses effets secondaires. Donc allez le regarder. Moi j'ai mis le lien dans la bio de tous mes comptes #paye ta contraception sur Instagram, Facebook, Twitter, j'ai mis les liens. Donc allez regarder ça et déclarer tous les effets secondaires, graves ou moins graves, que vous ayez subis. Donc une embolie pulmonaire, une phlébite où vous avez fini à l'hôpital, un cancer que vous soupçonnez peut-être être lié à votre pilule parce que vous le soupçonnez d'être lié. Vous n'avez pas besoin d'un médecin pour vous aider à ça et vous n'avez pas besoin que vos effets secondaires aient été analysés par un médecin pour les déclarer. Juste vous dites voilà, moi j'ai pris tel médicament et j'ai perdu ma libido pendant 5 ans sous telle pilule de tel nom, etc. Voilà. Et si toutes les femmes faisaient ça, je peux vous dire que d'un coup, ça serait alerte rouge dans les bases de données parce que il y a énormément de femmes qui subissent des effets indésirables et un moyen de pression, un moyen d'alerte, c'est ça, c'est de déclarer ces effets secondaires. D'accord. Et alors justement, tu parles d'hormones et de pilules. Est-ce qu'on peut faire un lien avec tout ce qui est stérilet sous hormones? On va avoir les mêmes problématiques? Alors, c'est un peu différent. Alors, en fait, donc les nouvelles contraceptions hormonales qui sont des sortes souvent de pilules, mais déclinées sous la peau. Donc, on a l'implant, petit grain de riz là qu'on nous met dans le bras. Il y a le patch, donc qu'on change. Il y a l'anneau, qui est un petit anneau en silicone qu'on met sur le col de l'utérus, qu'on change toutes les 3 semaines. Et il y a en effet ce que tu expliques, donc le stérilet hormonal, notamment le fameux Mirena. Du coup, chaque contraception hormonale, c'est parfois les mêmes hormones que la pilule, parfois pas, parce que des fois il y a des oestrogènes, des fois il n'y en a pas. Bon, c'est comme des pilules, mais moins dosées et en plus local. Il D'accord. n'empêche que ça a généralement des effets secondaires également. Enfin, en tout cas, c'est pas des contraceptions qui n'en ont pas. Parfois, il y a moins d'effets secondaires et parfois les effets sont encore plus graves. Ça va dépendre malheureusement de chaque femme, mais on va pas du tout avoir les mêmes effets indésirables sous une pilule avec oestrogène que sous un stérilet qui du coup n'a pas d'oestrogène, puisque les stérilets hormonaux ont uniquement de la progestérone et du coup n'ont pas la même action. Donc du coup ça va dépendre, mais moi j'incite les femmes à, quand elles prennent une nouvelle contraception hormonale ou quand elles l'arrêtent, à faire un petit carnet, à noter en fait les différences avec ou sans, pour être bien sûr de quel effet ça a sur moi. Parce que par exemple, les contraceptions comme le stérilet hormonal, qui sont des contraceptions qui n'ont pas d'œstrogène, ont souvent un impact plus fort sur tout ce qui est par exemple les effets un peu impalpables comme la baisse de libido et la dépression ou les troubles de l'humeur. Donc, c'est important de le savoir que si vous mettez un stérilet ou que vous avez une pilule sans oestrogène, vous avez plus de risques d'avoir des troubles du type troubles de l'humeur, dépression, etc. Et ces troubles-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent arriver au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois, au bout de plusieurs années. Parfois, ils s'installent très insidieusement. Et c'est ça qui fait que beaucoup de femmes ne voient pas, ne relient pas en fait leurs effets secondaires à leur contraception. Moi, ça a été mon cas, par exemple, sur la libido. J'ai pris la même pilule qui est une pilule 4e génération qui s'appelle Jasmine.
Je l'ai prise pendant 10 ans. Et en fait, moi, j'ai perdu ma libido sur les 5 dernières années. Et ben, je n'ai compris qu'en arrêtant ma pilule que du coup, c'était dû à ma pilule. Ce qui fait que, ben, comme j'étais pas informée par mon médecin et que je ne savais pas du tout que les causes d'une baisse de libido pouvaient être ma pilule, j'ai plus du tout eu de libido pendant 5 ans, avec les conséquences que ça peut avoir sur une vie amoureuse et une vie de couple. Bien sûr. Et personne ne m'en a informé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je me pose la question, combien de femmes se demandent si elles sont folles parce qu'elles pleurent pour aucune raison. Combien de femmes se demandent si elles ne désirent pas leur conjoint alors qu'en fait tout ça c'est dû à leur contraception et c'est juste qu'en fait elles sont pas au courant et elles sont tellement pas au courant qu'elles peuvent même pas faire le lien. Et moi c'est ça que je pointe du doigt quoi, sans parler de celles qui décèdent ou qui finissent handicapées. Et celles-là c'est des drames sans nom. Mais n'oublions pas aussi toutes ces choses-là on nous dit c'est des effets bénins, hein, sur les notices. Bah, je suis pas si sûre que ça soit bénin de perdre sa libido pendant 5 ans. Enfin, j'aimerais bien voir un pays où on ferait subir ça aux hommes et voir combien de temps ça mettrait avant de débloquer des budgets pour que ces petits messieurs ne perdent pas leur libido. Parce que quand c'est celle des femmes, visiblement, ça, ça peut durer longtemps. Et tu parlais justement peut-être de mettre en place une contraception pour les hommes, mais l'idée, encore une fois, c'est, même si c'est le cas, qu'il n'y ait pas d'effet secondaire pour eux. Le but, c'est pas de passer la balle aux hommes et qu'ils se retrouvent avec des problèmes comme les femmes ont aujourd'hui avec la pilule. Alors, moi, mon avis là-dessus, dans l'idéal, en effet, pour moi, je trouve qu'on a assez de gens sur Terre qui ont souffert de leur contraception et que l'idéal, ça serait vraiment des contraceptions sans effet secondaire pour tous et toutes. Maintenant, la réalité, c'est la suivante. Ça met vachement de temps à se développer et actuellement, les industriels ont commencé déjà à développer des choses qui vont avoir des effets secondaires en contraception masculine. Donc, contraception hormonale ou autre. Donc, la fameuse pilule qui actuellement en existe, mais que sous forme d'injection. Donc, c'est un peu moins pratique parce que le foie dégrade la testostérone. Donc, c'est compliqué chez les hommes de mettre au point une pilule. Même si, à mon avis, si on voulait mettre le budget, ça serait pas si compliqué que ça. Donc, oui, dans l'idéal, je suis d'accord. En revanche, actuellement, si on avait une pilule pour hommes, quand bien même ça serait un outil imparfait avec des effets secondaires, ce qui serait intéressant, c'est que du coup, on aurait une égalité possible de fait. C'est-à-dire qu'une femme pourrait dire, écoute, moi je prends la pilule 2 ans, tu la prends 2 ans. Et c'est comme ça et pas autrement. Alors qu'avec le préservatif, qui a pourtant bien moins d'effets secondaires que des hormones, beaucoup d'hommes renâclent parce que ça diminue leur plaisir. Donc peut-être que, enfin en tout cas, ça serait toujours des outils supplémentaires. Moi, je trouve ça loin d'être idéal et je pense qu'il faudrait arrêter de nous foutre des hormones dans le corps si on n'en a pas besoin, parce que la science nous dit actuellement que si on peut éviter de s'exposer à des hormones de synthèse, si on est en bonne santé, c'est mieux. Donc bah, on devrait arrêter en fait de chercher dans ce sens-là et on devrait essayer de développer dès maintenant des contraceptions non hormonales ou avec moins d'effets indésirables, ça c'est clair. Mais entre ce que moi je pense et la réalité, on en est loin. Donc, on verra comment les choses se font. Et justement, pour rebondir sur la partie plutôt masculine, je pense que tu dois avoir des retours de femmes qui te disent mais mon conjoint ne savait pas tout ça sur la pilule, il ne savait pas tout ce que ça pouvait engendrer. Il y a aussi des discussions qui se créent au sein des couples sur ces symptômes qui peuvent être dramatiques. Ah oui, il y a beaucoup. En tout cas, je sais que avant mon livre, j'avais beaucoup, durant l'enquête, j'avais beaucoup crawlé le web français pour chercher des témoignages sur le sujet ou autre, et je trouvais pas grand-chose. Et en fait, il se trouve que vraiment, il y a quelque chose qui s'est enclenché avec mon livre. Ça a mis des mots et ça a mis des explications sur ce que beaucoup de femmes sentaient instinctivement au fond d'elles, mais que comme c'était pas prouvé scientifiquement ou elles savaient pas que c'était prouvé, elles n'osaient pas en parler. En fait, pour le cas des Françaises, en 2017, mon livre a permis vraiment de commencer à une libération de la parole. J'ai beaucoup de lectrices que j'ai rencontrées dans des conférences qui m'ont dit mais j'ai lu votre livre et puis j'ai discuté avec mon conjoint pendant toute la nuit derrière quoi, parce que je lui disais mais tu te rends compte que en fait ben voilà j'ai subi ci, j'ai subi ça et que bah toi tu me fais chier parce que le préservatif ça diminue un peu ta libido, mais est-ce que tu te rends compte en fait ce que moi je prends sur moi contrairement à toi? Et donc il y a beaucoup de discussions animées dans les couples suite à la lecture de mon livre ou tout simplement suite à la lecture d'articles qui parlaient de mon livre et où les femmes en fait se sont senties autorisées à dire ben oui en fait c'est pas dans ma tête, en fait c'est vrai ce que je vis et souvent il y a de la colère aussi qui vient à ce moment-là. C'est pour ça que là d'ailleurs je suis en train de préparer un dossier
pour Alternative Santé sur j'arrête la pilule, à quoi m'attendre, et je tenais à faire un petit encart sur la gestion des relations de couple et de comment on met en place une nouvelle contraception et qu'on en parle avec son conjoint, parce qu'en fait c'est un des plus gros problèmes, c'est ça. Et c'est aussi le fait qu'en fait les mecs soit n'en ont rien à faire, soit en fait ils sont tellement pas impliqués dans la contraception depuis toujours, les mecs, ils ont enfin depuis toujours, en tout cas depuis que la pilule est arrivée, ils ont plus l'habitude de prendre ça en charge, et du coup pour eux c'est normal, c'est bon, tu prends la pilule, on va pas s'embêter, et ils se rendent pas compte de ce que nous on prend sur nous pour que eux puissent éjaculer tranquillement sans bout de plastique sur le sexe. Et beaucoup de femmes, du coup, c'est un peu ça passe ou ça casse, hein, quand on parle de ça avec le conjoint. Il y a des couples qui se séparent suite à des discussions sur le sujet parce que la femme se rend compte que son compagnon est en total décalage avec elle et totalement égoïste sur le sujet. Il y a des femmes, du coup, la cocotte explose, hein. C'est ça. Et quels conseils on pourrait justement donner aux femmes qui ont envie d'arrêter la pilule et qui n'ont pas forcément le corps médical adéquat en face, qui leur dit que c'est dans leur tête ou qu'au contraire la pilule c'est génial? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Alors déjà, il y a plusieurs outils. Alors comme par hasard, hein, sur le sujet, c'est toujours des outils féministes ou en toute sororité, c'est-à-dire que c'est pas des outils officiels, c'est des outils officieux. Donc aujourd'hui, en effet, comme à l'époque pour les faiseuses d'anges, c'est-à-dire les femmes qui pratiquaient les avortements illégaux, on s'échange sous le manteau entre femmes des adresses de médecins qui justement ne vont pas vous emmerder pour les choix que vous faites pour votre corps. On en est encore là en 2020. Donc j'invite toutes les femmes qui ont un médecin qui, quand elles vont voir là, parce que donc pour la contraception, vous pouvez aller voir votre médecin généraliste qui peut gérer ça avec vous, un gynécologue, mais c'est vrai que c'est de plus en plus difficile d'avoir des rendez-vous, etc., ou une sage-femme, sachez-le. Donc déjà, il y a 3 types de personnes que vous pouvez aller voir. Les sages-femmes, par exemple, sont très bien et sont souvent beaucoup plus à l'écoute que des gynécos, des retours que moi j'ai en tout cas. Donc déjà, vous pouvez changer de médecin. Si la première personne que vous allez voir, vous lui faites part de votre envie de changer de contraception et d'arrêter les hormones, si cette personne se moque de vous, ne vous écoute pas, vous dit que c'est dans votre tête, ou pire encore, ne vous aide pas, c'est-à-dire vous dire non, moi si vous voulez arrêter la pilule, écoutez, quittez mon cabinet, on se retrouve dans 6 mois pour une IVG. Attention, ce que je viens de dire, c'est une phrase qui a vraiment été dite, hein, c'est des témoignages que je reçois tous les jours. Donc c'est des choses qui existent. Et si c'est le cas, donc déjà essayez de trouver un autre médecin sur le sujet, donc généraliste, sage-femme ou gynécologue. Vous pouvez utiliser les listes. Alors moi je l'ai mis en ligne sur j'arrête-la-pilule.fr. Il y a 2 listes actuellement que vous pouvez utiliser sur ce sujet-là, même 3. Donc, pour celles qui veulent juste une personne, un soignant bienveillant à l'écoute, ce qui malheureusement apparemment n'est pas la norme, vous avez le site Gyn Co, Gyn Gyn Co, CO. Donc sinon, vous allez sur j'arrête-la-pilule.fr, sur la page d'accueil, je vous ai mis un petit onglet trouver un bon gynéco. Et sur cette page, je vous ai mis donc la carte de France de Gyn Co. Gyn Co, c'est un site où des femmes qui vont chez le gynéco ou chez le médecin, si elles ont un médecin qui est bienveillant, qui juge pas sur les choix, qui juge pas non plus sur les personnes trans, les personnes obèses, etc. On a fait une carte, en fait, elles ont fait une carte des médecins bienveillants et un peu féministes. Alors, parfois, se retrouvent sur cette carte des médecins qui finalement vont vous juger sur les hormones, même si vous n'aurez pas jugé, ils n'auraient pas fait de grossophobie. Donc il y a un peu de tout. Malheureusement, c'est un des seuls outils qu'on a et c'est un des plus complets. Donc il y a cette carte-là. Ensuite, moi, sur j'arrête-la-pilule.fr, toujours dans cet onglet où trouver un bon gynéco, j'ai ajouté une liste de 400 médecins belges, suisses et français qui sont des médecins qui sont formés aux méthodes de connaissance du cycle. Donc si vous voulez arrêter les hormones pour vous diriger, par exemple, vers des méthodes de connaissance du cycle comme la symptothermie, c'est très compliqué en effet de trouver des médecins qui vous rigolent pas au nez et qui en plus connaissent ces méthodes. Donc du coup, il y a une liste de 400 médecins que vous pouvez compléter par l'autre liste. Et enfin, pour celles qui veulent opter pour une contraception définitive, donc une stérilisation, que ce soit une stérilisation féminine, il y a beaucoup de médecins encore qui refusent la stérilisation féminine, notamment à des jeunes femmes ou même à des femmes de 35 ans qui ont 3 enfants, parce que en fait, ils font passer leur idéologie avant votre souhait. Et donc, il y a beaucoup de médecins qui refusent ça, faut le savoir. Donc, du coup, il y a un site stérilisation sur Facebook, enfin une page, un groupe, qui a monté tout un listing des médecins en France par région qui acceptent de faire la stérilisation féminine. Donc du coup, vous avez ces 3 listes. Si vous allez sur le hashtag Paye ta contraception, enfin sur la page Paye ta contraception sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, vous allez cliquer dans notre lien en bio et tout ça est indiqué dans le lien en bio. On vous a mis toutes les listes, tout ce qu'il vous faut. Donc vous pouvez vous aider de ces listes-là.
Super. Eh ben, merci beaucoup, Sabrina, pour toutes ces infos. Effectivement, sur ton site, il y a énormément de choses que l'on peut retrouver, à la fois ton manifeste, des articles, des conférences que tu feras, en plus Oui. de tes livres. Donc, il y a déjà un sacré contenu en ligne. Tout à fait, j'ai essayé de rendre ça accessible et l'enquête J'arrête la pilule est aussi sortie, on peut le dire, en poche chez J'ai lu. Le livre, il coûte 7,20 €. Donc 7,20 € pour avoir le fruit d'un an d'enquête pour vous informer, c'est pas trop cher. Et surtout, vous pouvez aussi aller sur les pages Paye ta contraception sur Instagram, etc. C'est le même contenu qui est diffusé sur les trois. Et ça vous permettra de voir un petit peu ce que subissent d'autres femmes. Et parce qu'en fait, un an d'enquête, c'est bien, mais les témoignages, c'est ce qui est le plus fort. Parce que moi, je sais que ce qui m'a mis la puce à l'oreille en tant que journaliste, c'était des témoignages de femmes. Donc, il n'y a rien de plus fort pour moi qu'une femme qui te dit ah, mais moi aussi, en fait, j'ai perdu ma libido sous pilule. Ah, mais moi aussi, j'ai subi ça. Et souvent, à travers des petits mots et des petits témoignages entre femmes, ça nous donne la force de nous dire et de comprendre qu'on n'est pas seul. Et pour moi, c'est un outil presque encore plus puissant que mon enquête qui a apporté des faits. Mais les faits, c'est les faits vifs dans son corps. Les choses, c'est encore autre chose. Donc voilà, partagez les témoignages, libérez la parole et surtout dites-vous que ces choix que vous faites de contraception, vous avez beau avoir un médecin en face qui vous dit, qui vous minimise les risques, etc. N'oubliez jamais, c'est votre corps, c'est vous qui allez subir ces effets. Et si vous n'êtes pas satisfaite d'une contraception, vous avez le droit de ne plus en pouvoir, d'avoir des migraines une semaine par mois à cause de votre pilule. Vous avez le droit de dire ça et vous avez le droit de réclamer ça. Et ne rabaissez pas vos droits et ne dites pas ah ben c'est déjà bien, j'ai la pilule. Là. Non, vous avez le droit de demander ça en fait. Vous n'êtes pas des enfants pourri gâtés. Si vous en avez marre de souffrir de votre contraception, on peut se battre pour ça tout ensemble. Et puis, je te rejoins sur le fait aussi, on a le droit de changer de médecin parce que celui qui est en face de nous nous écoute pas, c'est pas, enfin, ce sera pas mal vu, quoi. Au contraire, c'est plus de l'écoute de soi, de se dire, bon, bah, celui-ci me convient pas, m'écoute pas, je passe sur quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus ouvert et plus à l'écoute de ce que je veux vraiment moi. Oui, et si vous avez le courage, vous pouvez même faire du militantisme anti-médecin pas bienveillant, à savoir qu'en fait un médecin qui, par exemple, va vous juger, ne pas écouter vos symptômes et en plus ne pas vous proposer de solutions alternatives de contraception, parce que par Mhm. exemple, si vous arrêtez la pilule, votre médecin peut tout à fait vous dire, bon bah vous pouvez revenir, vous avez le préservatif, le diaphragme. Non, on a plein de médecins, moi je le vois dans les témoignages, qui ne disent même pas ça. C'est-à-dire qui disent ce que je vous ai dit tout à l'heure, ah bah vous arrêtez la pilule, mais non, je vous en prescris une autre, etc. Vous avez le droit de partir sans payer, si c'est le cas. Sachez-le, la loi française vous y autorise, c'est-à-dire que déontologiquement, un médecin qui fait ça n'est pas dans son métier, il n'a pas le droit de faire ça. Donc, à partir du moment où un médecin ne vous écoute pas et vous laisse dans la détresse sans vous proposer de solution, vous pouvez, si vous en avez le courage, claquer la porte, lui expliquer pourquoi vous partez, lui dire merci, au revoir, je vais chercher un médecin qui fait bien son métier. Mhm. Eh ben merci d'avoir libéré un peu cette parole sur la pilule et tout ce qu'il y a autour. Ça Ben, rebooste. merci à toi de m'avoir laissé l'occasion de le faire. Et oui, ben, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Donc positif. Et ben, c'est grâce à des gens comme toi que la parole se libère. Et puis, j'invite malgré tout tous ceux qui écoutent ce podcast à lire ton livre J'arrête la pilule, même s'il y a déjà un beau contenu sur Internet. Mais au moins, ils auront une information complète sur vraiment ce qui s'est passé, les symptômes. Et tu parles aussi de ce qu'on peut faire. Donc, tu parles de la symptothermie, comment ça se passe, etc. Donc, ça peut aussi éveiller sur plein, plein de choses. Tout à fait. Et ça, on en parle aussi sur les comptes Paye ta contraception. On va essayer de faire beaucoup plus de choses à l'avenir pour parler de ces nouvelles solutions, les contraceptions masculines, le slip chauffant, l'anneau, etc. Mais sachez que si actuellement vous nous écoutez, que vous souffrez de votre contraception, que ce soit un stérilet ou une contraception hormonale, sachez qu'il existe déjà actuellement des contraceptions efficaces et sans effet secondaire, que c'est quelque chose qui est possible, que c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre vie. C'est juste que vous devez bien vous informer. Nous, on essaye de relayer ces informations-là. Mais voilà, sachez que c'est possible et que vous n'êtes pas obligé de rester bloqué avec votre pilule qui vous convient pas. Il y a des solutions qui existent. Certes, elles sont pas parfaites. Certes, elles sont parfois compliquées. Mais en tout cas, c'est des super choses. Et voilà, de se dire qu'on est en train, nous, actuellement, femmes, de se battre pour que nos filles et nos petites filles subissent pas la même chose.
moi je trouve ça hyper, enfin voilà, moi ça me porte et donc voilà, porter aussi cet espoir-là et ne vous laissez pas abattre. Les solutions elles sont possibles. Toutes les choses qu'on a aujourd'hui qui font qu'on est des femmes bien plus libres que nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, c'est des idées un peu folles qui ont germé dans la tête de gens qui étaient considérés comme un peu fous à leur époque. Donc soyons un peu les nouveaux fous de notre époque et portons cette idée que peut-être dans un siècle, plus aucune femme n'aura à souffrir, à mourir pour sa contraception. Ça serait beau. J'y crois. Merci beaucoup, Sabrina, en tout cas. Merci à toi. Et surtout, merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et à le partager. Je vous invite également à retrouver toutes les informations de Sabrina sur son blog Ça se saurait et évidemment à lire ses ouvrages. À très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous.